nouvelles nationales d'APTN. Avec la hausse des cas de COVID-19 dans la province, nous avons décidé de faire cette rétrospective de l'année 2021 à distance, en télétravail bien sûr. Alors qu'on avait décidé au départ de faire cette émission en studio. En premier lieu, je voulais souhaiter la bienvenue à ma collègue Lindsay Richardson. Quelle nuit de semaine. Oui, Shushan, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. J'espère que tu passes un excellent temps des fêtes. Je suis en tout confort chez moi, donc ça va bien de ma côté. Plusieurs nouvelles ont marqué l'année 2021, comme le fameux mardi 5 octobre, dans lequel avait lieu, si tu te souviens, 2 conférences de presse. La première à Trois-Rivières, la première avec la coroner Jeanne Kamel, qui avait remis son rapport puisqu'elle avait investigué sur le décès de Joyce Echaquan. Puis, en après-midi, avait eu à leur tour la famille de Joyce Echaquan qui avait convoqué aussi les médias pour donner leur réaction. Voici le reportage que j'avais préparé pour vous à ce moment-là. Pensez-vous que si Mme Echaquan était une femme blanche, elle serait vivante aujourd'hui? Je pense que oui. C'est par cette phrase que le coroner maître Jeanne Kamel a résumé le rapport de 28 pages sur la mort de Joyce Echaquan. Elle avoue aussi que les témoignages de cette enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan l'ont ébranlée sur le plan humain. Ce qui a été plus difficile, c'est d'avoir sa fille, sa famille, d'imaginer que les derniers moments passés auprès de sa maman, ça a été pour la réconforter en Atikamekw. Puis il faut que la vie continue. C'est probablement ce qui a été le plus troublant. Kamel conclut que dès son arrivée au centre hospitalier de Lanaudière, Joyce Echaquan a rapidement été étiquetée comme narcodépendante. À cause de ce préjugé qui la suivra tout au long de son séjour et jusqu'à son décès, ses appels à l'aide n'ont pas été entendus. Cette seule possibilité qu'un décès puisse être occulté, faute de preuves matérielles, donne froid dans le dos. À la suite de l'événement où Mme Echaquan s'est filmée, il est jugé nécessaire d'appliquer la prescription ordonnée au préalable pour placer Mme Echaquan sous contention physique, en plus de la contention chimique. Le rapport formule également plusieurs recommandations à l'intention des organismes publics, notamment l'intégration d'un agent de liaison de la communauté de Manoan à l'hôpital de Joliette, une formation périodique sur le code d'éthique de l'hôpital et les mesures de contention. Mais la recommandation, peut-être la plus controversée aux yeux de certains, que le gouvernement du Québec reconnaisse et lutte contre le racisme systémique. Systémique, ça veut dire relatif à un système dans son ensemble. Pour moi, un système, c'est quelque chose qui part d'en haut. Prenons par exemple le réseau de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut puis qui est communiqué partout dans le réseau de la santé en disant soyez discriminatoires dans votre traitement auprès des Autochtones? Moi, c'est évident, pour moi, la réponse, c'est non. Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, est en désaccord avec Legault. La phrase la plus troublante qu'a prononcée Maître Kamel, c'est de dire qu'on aurait pu éviter la mort de Joyce. Ça, pour moi, là, ça me bouleverse profondément. Oui, le racisme systémique existe. Un autre député de l'Assemblée nationale a fait acte de présence également. Gregory Kelly, chef de l'opposition aux affaires autochtones, dit qu'il est toujours prêt à faire pression sur le gouvernement pour amener le changement. Et aussi sur les autres recommandations qui sont dans le rapport, on a aussi entendu le coroner qui était pas mal
elle a eu des inquiétudes que peut-être que le rapport va être tabletté parce qu'elle n'a pas des pouvoirs de mettre ça en place. Elle va prendre les actions du gouvernement. Alors nous, comme une opposition, oui, on va être présents pour presser le gouvernement. Suite à la remise du rapport du coroner, la famille de Joyce Echaquan a aussi invité les médias pour annoncer leur plan d'action. L'avocat de la famille, Maître Patrick Ménard, affirme qu'il y a tous les éléments pour poursuivre en responsabilité civile le centre hospitalier de la Naudière et les médecins concernés. Le dépôt de cette poursuite sera annoncé à une date ultérieure. De plus, des plaintes seront déposées à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, au Collège des médecins et à la Commission des droits de la personne. Il ne ramènera pas Joyce Echaquan à la vie. Mais pour la famille, la poursuite de la justice continuera. Joyce est morte. Parce qu'elle était une autochtone. Une femme avec 7 merveilleux enfants. Dans ce qu'elle avait de plus beau a été utilisé contre elle. Dans un système qui permet encore que ce genre d'événements tragiques surviennent. Avant de déterminer, je veux dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien que le système aujourd'hui permet encore à des gens remplis de préjugés de commettre des horreurs. Il y a des humains magnifiques qui œuvrent aussi. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières, Québec. Selon toi, Lindsay, que doit-on retenir de cette première année qui s'est écoulée après le décès de Joyce Echaquan? Mais tu sais, Chouchane, c'est difficile d'aborder tout ce processus dans seulement 2 minutes. Je sais qu'on a eu plusieurs conversations juste entre nous pendant le déroulement de la commission, mais je pense qu'il faut vraiment retenir qu'avec cette histoire, ou juste ces histoires en général, il n'y a jamais un fin. Donc, pour nous, comme journalistes, on écrit notre histoire, on le diffuse, puis d'habitude, on continue. Mais il faut prendre compte que pour la famille Echaquan-Dubé, ils vont vivre les effets de cette histoire en perpétuité. Et c'est pas parce que le gouvernement a déposé des millions de dollars pour, entre guillemets, corriger le problème. C'est pas parce qu'on a un rapport de coroner en main et les recommandations sur la table que c'est fini. Donc, je pense que nous avons une responsabilité en tant que journaliste pour APTN, de continuer à revisiter cette histoire et d'aborder et réaborder les effets personnels qui persistent dans ce cas-là, parce que c'est vraiment important de comprendre que c'est émotionnel, c'est personnel et c'est non juste problématique ou un point de discussion politique ici au Québec. C'est le temps de prendre une pause et au retour, nous aborderons les 215 tombes anonymes qui ont été retrouvées près du pensionnat de Kamloops. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ramenons-nous au début du mois de juin concernant la découverte des 215 tombes anonymes près du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Elle a ouvert des plaies chez les Autochtones, mais elle a aussi ouvert les yeux chez les Allochtones. Voici une nouvelle fois le reportage de Tina House. Le pensionnat autochtone de Kamloops a été créé en 1890. Des milliers d'enfants de toute la Colombie-Britannique y ont été envoyés. Pendant des années, d'anciens élèves ont raconté des histoires horribles au sujet de ce pensionnat. Des histoires de violences sexuelles et physiques de la part de religieuses, de prêtres et de travailleurs, de même que des histoires d'enfants qui ont tout simplement disparu. À l'extérieur de l'école, le mémorial grandit de minute en minute depuis la découverte des corps de 215 enfants dans une fosse commune située sur le terrain de l'école. Rose Miller a près de 80 ans. Elle est originaire de Canham Lake en Colombie-Britannique.
Elle, ainsi que de nombreux membres de sa famille, ont fréquenté le pensionnat. My dad, Henry, my brother Bobby, my uncle John, my uncle Louis, my cousins and aunts, and myself right here. Il y a environ 73 ans, en 1949, Rose Miller a franchi les portes de l'établissement pour la première fois. Elle avait 7 ans. Elle raconte qu'elle et ses 2 frères ont été arrachés à leur foyer. It was awful because the food that they fed us for breakfast was lumpy, uncooked mush with sour milk lots of times. The food truck used to come in at 5 in the morning. We could smell all that bread, and we couldn't have bread half the time, and we were so hungry. They'd give us boxes of apples from the apple orchard down here, and a lot of times they're all rotten. And we're so hungry, we got to scrape out the rotten part of the apple and eat it. À 8 ans, Rose en a eu assez et elle a tenté de s'enfuir le plus loin possible en suivant la berge. I stole some paper in an envelope so I could mail a letter to my dad to come and get us. And then we got caught, so they took all of us girls who used to play down here by the river here, and they took everybody into the dorm and they made us strip down to our panties. There was 3 of us. Well, we called it bloomers, that's all they gave us. So then they had a great big strap, it must have been about a quarter of an inch or a half an inch. And I just remember the nun pulling up her sleeves like this and jumping and hitting us on the back about 10 times with that strap. And then we had to get our hair cut really short and real short up here. Peu de temps après cette correction, le père de Rose est venu la chercher, ainsi que ses frères et sœurs. Ils ne sont jamais retournés au pensionnat où ils ont vécu un cauchemar pendant 3 années. APTN a obtenu un accès exclusif à l'intérieur de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Rose nous a fait visiter les lieux. Where we had to clean everything. Yeah, some people were punished and they would have to scrub these stairs with a toothbrush. À mesure que Rose avançait dans les couloirs, les souvenirs lui revenaient. C'est dans la chapelle que les mémoires les plus douloureuses ont refait surface. This is the heebie-jeebie place, the evil place. This is where some of the boys went upstairs to make room for them in here. There used to be pews all along here. Girls' side, this boys' side. You'd have a aisle all along here. And up there was where the priest said the Mass. And we were told if we didn't pray, we're going to go burn in hell. Or the Romans are going to come and rape us and burn our eyes out and burn our hands and our feet and burn off our fingernails. So we pray a lot harder. In essence, this really was hell. Yeah. Here in this place, yeah. This was hell. Yeah. So it was pretty horrid when you think about how the religion controlled us. Madame Miller n'a pas été surprise par la découverte des 215 enfants enterrés sur la propriété. Elle croit d'ailleurs qu'il y en a probablement plus. Par respect pour la collectivité et pour les jeunes victimes, APTN ne montrera pas le site où les corps ont été trouvés tant que les cérémonies ne seront pas terminées. Entre-temps, des dirigeants de partout au pays exigent une enquête criminelle complète ainsi que des ressources supplémentaires pour lancer des recherches dans tous les pensionnats du Canada. Un reportage de Tina House, nouvelle nationale d'APTN, Kamloops. Selon toi, Lindsay, penses-tu que des recherches vont se faire au Québec? Puis si oui, à quel endroit penses-tu qu'elles vont commencer à faire leurs fouilles? Mais il y a un fort intérêt public. Mais ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a toujours mentionné qu'il laisse les choix aux communautés. Donc, effectivement, on sait qu'il y a un coût substantiel pour faire les recherches à géoradar. Il y a toujours une question aussi de soutien culturel pour être capable de gérer les émotions pendant le processus. Donc, pour le moment, je sais qu'il y a des discussions communautaires pour le site de Fort George, dans le territoire de Bay James, dans les territoires Cree. Je sais qu'il y a aussi un intérêt dans le site d'Amos, mais rien de confirmé dans cet endroit. Mais il y a aussi une autre question qui est assez intéressante, c'est
quoi faire avec les prêtres qui sont enterrés dans les communautés autochtones. Donc, je sais qu'à Kaganawagi, il y a une consultation publique en cours. Il y a aussi une enquête indépendante par les jésuites qui aborde les allégations d'abus sexuels. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va dérouler en 2022, puis si le gouvernement va déverrouiller des fonds pour s'assurer que les recherches potentielles sont bien financées. Donc, ça reste à revoir dans le futur. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont être à surveiller concernant ce dossier-là, des fouilles au Québec. Mais les questions sont là, les réponses sont, si je peux me le permettre, difficiles à obtenir parce que tout le monde se pose la question comment procéder à ces fouilles. Après la pause, nous parlerons de ces femmes autochtones élues ou nominées en politique durant l'année 2021. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plusieurs femmes autochtones ont brillé au cours de l'année 2021 dans l'univers de la politique au Canada. C'est avec la nomination de Mary Simon comme gouverneur général du Canada par le premier ministre Justin Trudeau que la série de femmes élues et ou nominées à des postes clés dans le monde de la politique très fermé, dominé par des hommes. Nous vous présentons une rétrospective de la venue de ces femmes d'exception. Mary Simon est officiellement devenue aujourd'hui la première gouverneure générale autochtone du Canada. Une lampe à l'huile inuit traditionnelle appelée Kwilik a été allumée à l'intérieur de la salle du Sénat avant la cérémonie d'installation. Mais la nomination de Madame Simon a aussi suscité une certaine controverse. Mary Simon parle l'anglais et l'inuktitut, mais le fait qu'elle ne parle pas le français a mené à plus de 400 plaintes auprès du commissaire des langues officielles du Canada. Celui-ci procède actuellement à une enquête. Je m'engage à apprendre l'autre langue officielle du Canada, le français. Rosanne Archibald est la nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Elle est la première femme à occuper ce poste. Rosanne Archibald a obtenu 205 votes, soit 50% des voix. Il lui aura fallu 5 tours de scrutin avant que son dernier adversaire, Réginald Belle-Rose de la Saskatchewan, ne lui concède la victoire. Voici ce qu'elle a dit au sujet de son élection lors d'une conférence de presse virtuelle. It's absolutely essential that women and girls everywhere can see themselves represented at the Assembly of First Nations in a leadership role. While my gender is important, it is not why I was elected. It is the 31 years of experiences at every political level that has gotten me here. La Nation Cri a élu une nouvelle grande chef. Mandy Goulmasti est la première femme à occuper ce rôle. Sa communauté d'origine de Waswanipi a célébré avec des feux d'artifice après l'annonce des résultats. Madame Goulmasti a remporté les élections avec 64% des votes, exprimés au deuxième tour de scrutin. Elle a précédemment servi en tant que grande chef adjointe au cours des 4 dernières années. Le développement des ressources, la protection des terres et la revitalisation de la langue cri ont été les principaux points de sa campagne. Aussi, elle souhaite mieux consulter la Nation Cri concernant le projet Grande Alliance. Pour les personnes de la Nation Cri, je trouve que pendant que j'étais sur la route, il y avait plusieurs personnes qui parlaient avec moi concernant la Grande Alliance. Puis, je trouve que ça prend vraiment du temps pour les entendre. Tu sais, on vient juste de sortir d'une période de COVID, puis tous les changements, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de chance de s'asseoir avec le monde dans les communautés. Une autre femme autochtone a été nommée à un poste politique important.
Le premier ministre Trudeau a récemment nommé Michèle Audette au Sénat. Madame Audette est probablement surtout connue à titre de l'une des commissaires de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle a également été présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec, ainsi que l'Association des femmes autochtones du Canada. Il y a 5 ans, alors qu'elle était une chef du conseil de bande, Gasanahawi Skydeer a suivi une formation spéciale ici. This one's not bad. Joheta Guarunde. Yeah, there you go. Mais ce jardin n'est pas le seul endroit où la grande chef de Kahnawake nouvellement élue observe une certaine évolution. Because I've seen some really nice and powerful memes saying, you know, they buried us, but little did they know they were planting seeds, the seeds of change and the things that are going to be coming. D'après toi, Lindsay Richardson, quels sont les défis qui attendent ces femmes? C'est un peu difficile à dire parce que c'est une expérience que moi, je ne veux jamais vivre dans ma vie en tant qu'une femme allochtone. Mais je peux dire que oui, en tant qu'une journaliste, une femme, qu'on vit encore avec certaines attitudes sexistes envers les femmes en position de leadership. Donc, j'espère qu'on pourrait passer au-delà de là. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de défis dans ce cas-là. C'est vraiment inspirant de voir qu'on a des représentants nautiques dans les hautes positions. On a des représentants des communautés LGBTQIA+, maintenant. Donc, je pense que c'est un changement. Donc, il faut vraiment juste prendre compte qu'on va entendre les perspectives peut-être un peu différentes. Puis aussi dans notre société qui est toujours un peu paternaliste, c'est juste un changement, mais ça ne veut pas dire que on doit avoir peur ou on doit être sceptique. Je pense que on est en train de vivre l'histoire, puis c'est vraiment fun de voir la transition qui est en cours actuellement ici au Québec. En ayant ces femmes d'exception dans le monde de la politique, selon moi, elles vont devoir amener par leur manière de penser, elles vont pouvoir amener du changement autant dans la communication, autant dans leur manière de travailler, autant par leur énergie aussi. Quand on pense juste à la nomination de la sénatrice Michèle Audette, elle va apporter toute son expérience qu'elle a embarquée, comme elle aime beaucoup amener son gros sac à dos. Elle va pouvoir le partager à la Chambre. C'est ce qui conclut notre bulletin de nouvelles national d'APTN. Tchinishkemadan, Lindsay. Merci, Shoshane. En espérant que notre bilan de l'année 2021 vous a plu. L'important, c'est de prendre bien soin de soi, tout en respectant les mesures sanitaires. Bon temps des fêtes à tous. Yamé, Winnipsich.